à faire de telle façon que le fauve n'ait pas envie de nous manger, c'est tout. Oui, c'est ce que font les Suédois et les Finlandais. Ils ont raison. C'est une idée saugrenue de faire peur aux gens en leur disant préparer des vivres dans la cave. Mais si on ne prend pas certaines mesures de ce genre, eh bien, on se fera manger petit à petit. Le problème de l'Ukraine, c'est que c'est pas tellement une question d'aller au secours d'une personne malheureuse, c'est que le droit international a été violé et que dès le moment où on peut le violer impunément, tout est permis. Donc voilà, c'est ça. Parce qu'il n'y a pas de limite alors. Il n'y a pas de limite. Et malheureusement, quand on regarde dans le rétroviseur de l'histoire, on a vu ce qui s'est passé alors, quand la Russie se transforme en économie de guerre, le résultat, c'est qu'il faut bien l'utiliser, l'économie de guerre. Donc, inévitablement, cette situation va dégénérer, sauf si nous mettons un rideau de fer, mais dans l'autre sens. Et compliqué aussi à partir du moment où l'Europe n'a peut-être pas ses prérogatives aujourd'hui. Mais d'un point de vue vraiment un ressenti personnel, Marianne, ça vous fait peur? Je disais, c'est pas une blague, hein, j'en parlais avec ma boulangère, et je dis, et j'adore ma boulangère, mais donc, je dis, c'est quelque chose qui existe dans l'esprit des gens maintenant. On n'aurait pas dit ça il y a 4-5 ans. Et le mot peur, c'est peut-être pas le mot peur, mais prendre conscience de la gravité des faits. Et c'est dire que on n'est peut-être pas à l'abri finalement. On est, comme on le disait, il y a une période de paix qui est très très longue. Nous n'avons pas, enfin moi j'ai pas connu la guerre. Beaucoup de générations n'ont pas connu non plus. Et on se dit que finalement ça paraissait oublié. De moins en moins de gens ont connu la guerre. Ça paraissait oublié. Il y avait les parents, grands-parents qui disaient t'as jamais connu la guerre. Où on nous racontait des trucs. On se dit ouais ça va, c'est vieux, c'est bon. Et on se dit ouais c'est passé, on risque pas. On risque pas, on sait pas. Donc faut être prudent quand même et se dire se préparer pour éviter que on a l'impression parfois comme d'enfants à l'école quand ils font des bêtises ou qu'ils font un peu trop loin, il faut que quelqu'un à un moment puisse les remettre dans le droit chemin, dire stop, tu peux pas. Et on a l'impression qu'ici voilà, il faut on n'y est pas hein. Les Romains avaient posé une devise. Donc voilà, comme je le disais dans le message pour lequel gentiment Roselyne m'a rappelé, d'abord la question c'était faut-il craindre un retour de la guerre? Oui, bien sûr il faut le craindre. Est-ce que moi j'en ai peur? Non, j'en ai pas peur parce que je me souviens qu'il y a des années avant même que je n'existe, ma grand-mère était là, ma mère était déjà là, eh bien on a créé l'Europe. L'Europe, on l'a pas créée pour la liberté.
Excusez-moi, est-ce qu'ils vendent du tabac là? Ils vendent du tabac ou pas? Bah, après, au pire, j'ai des... Vous n'êtes pas en train de ranger des boîtes de conserve dans votre cave, c'est ça la question suivante. Voilà. Non, je dis, c'est vrai, David, il était notamment écrit, et c'est quand même extraordinaire, dans le sens premier du terme, hors de l'ordinaire, de dire, eh bien, faites attention, laissez pas tout votre argent à la banque, parce que la banque peut être piratée aussi par des attaques informatiques, ayez du liquide, achetez de l'or, on a tout entendu. Hein. Après, il y a des gens qui ont peur de tout. C'est-à-dire que pendant le Covid, il y a des gens qui ont fait des stocks, il y a des gens qui ont eu peur pour leur argent, il y a des gens... Il y a des gens qui ont acheté du papier whisky. J'étais sûr qu'elle allait le dire. J'ai fait une petite provision de papier toilette. Mais le premier, bio. Et bio. Bio. Que je suis toujours en train de rembourser. Donc, la peur fait partie de l'être humain, donc on peut avoir peur. Et voilà, c'est complètement humain d'avoir peur. Aujourd'hui, c'est vrai que la Suède a proposé par exemple un dépliant d'une 30aine de pages à ses habitants pour leur expliquer en cas de guerre ce qui peut se passer. Oui, c'est assez énorme, mais ce qu'on y apprend dedans est assez banal. Hein. C'est que il faut faire des réserves. S'il y a des tirs, faut se mettre dans un fossé, faut se mettre dans des abris. Bon, voilà, on a tous compris qu'il fallait faire ça. Faut parler avec ses proches parce que si mentalement ça va pas. Oui, ok, pareil. Bon, c'est assez banal ce dépliant. Ça fait plus peur qu'autre chose. Si c'est pour nous apprendre ça, on se doute bien que si on nous tire dessus, on va pas se mettre devant le fusil, quoi. On va se mettre au sol. Maintenant, est-ce que ça peut arriver? Probablement. Parce que moi, je n'ai pas compris. Vraiment, en tant que citoyen, je ne comprends pas comment les États-Unis gèrent cette guerre avec une élection où Trump a gagné et où Biden, quelques jours après, va donner l'autorisation à l'Ukraine d'utiliser des missiles plus longue portée. Je ne comprends pas. Je crois vraiment que si on veut négocier avec la Russie, il faut qu'on ait quelque chose à échanger. Au langage de la force. Oui, et forcément, on peut dire, bon voilà, on va arrêter les missiles, mais je ne dis pas qu'il faut arrêter les missiles, je dis Biden, son camp a perdu, il dit comme argument pour parler avec lui. Oui, parce que en ajoutant quelque chose à la guerre actuelle, on crée une situation où la Russie est dans une situation instable et par conséquent elle agite la menace. L'avenir fait peur parce que les États-Unis ne vont peut-être plus être alliés de l'Europe. Parce que Donald Trump arrive. De l'autre côté, les Ukrainiens sont de moins en moins à vouloir faire la guerre. Ils sont en train de ne plus avoir de combattants, les Ukrainiens, parce que et céder les territoires qui ont été conquis par la Russie, ça revient une fois de plus. Je suis désolé, je regarde de nouveau dans l'histoire, mais c'est ce que les Allemands ont fait aussi. Et puis les Européens disent bon, bah d'accord, ils ont repris les Sudètes. Oh oui, d'accord, ils ont l'Autriche. Je rappelle la phrase de Churchill après la conférence de Munich. Vous avez accepté le déshonneur pour éviter la guerre, et vous aurez et le déshonneur et la guerre. Et c'est effectivement ce qui est arrivé quand on est trop passif ou trop faible devant une menace. Et que faut-il faire alors? Eh ben, il faut se montrer fort. C'est là qu'il faut aller à la guerre aussi. Non, pas du tout. Je reviens à la phrase des Romains. On va avoir des arguments. Il faut avoir et si on veut négocier, il faut offrir quelque chose en échange. Donc il faut offrir le retrait des armes qui inquiètent les Russes. Et Didier Dehaene nous dit il n'a pas peur de la guerre parce que pour lui, ça basculerait vite dans une guerre nucléaire et le monde n'est pas suicidaire. On accueille Michel Liégeois qui est professeur à l'Institut des sciences politiques à Louvain Europe, donc du côté de l'UC Louvain. Bonsoir Michel Liégeois. Bonsoir. Merci d'être avec nous pour je répète simplement, d'accord, pas sondage, mais dans cette consultation, c'est quand même assez rare d'avoir ce genre de résultats. 88% des personnes qui ont répondu à la question aujourd'hui disent ben voilà, il faut se préparer à une guerre potentielle. Donc ils ont eu raison en Suède, en Finlande de distribuer ce message qui est, il faut le dire, anxiogène. Oui, mais leur situation n'est pas la même que celle de la Belgique. Ce sont les pays dont on peut dire qu'ils sont de toute façon au front. Pour eux, la Russie, c'est un voisin. Et donc la perspective qu'éventuellement le soutien militaire américain vis-à-vis de l'Ukraine cesse complètement une fois que Donald Trump prendra ses fonctions. Oui. Zelensky a dit clairement, dans ces conditions, nous n'aurons probablement pas les moyens de remporter la guerre. Ce qui veut dire, non pas reconquérir la totalité du territoire ukrainien, mais peut-être en perdre davantage que la situation actuelle. Et donc, la perspective à moyen et à long terme, c'est que l'appétit de Vladimir Poutine s'aiguise et qu'après l'Ukraine, il cherche à éventuellement
réunifier, puisque c'est finalement l'URSS. C'est de reconstituer peut-être non pas l'URSS, mais à minima toutes les zones où il y a une proportion significative de population russophone. Oui, c'était aussi le message d'Hitler. Donc voilà, et une façon de se prémunir contre cela, c'est de montrer qu'on est prêt à résister. Et parce qu'on augmente le prix de l'agression. Et donc la défense civile, la préparation de la population civile, ça fait partie des mesures. Ça ne peut pas suffire, évidemment, mais ça fait partie d'un arsenal de mesures qui peut, à un moment donné, peser dans le calcul qui fait qu'un État décide de vous attaquer ou pas. Sachant que si la population est préparée à résister, avec un système de défense civile territoriale, ça veut dire que même en défaisant militairement l'armée régulière, on doit encore occuper pendant un temps indéterminé un territoire qui s'est préparé à résister dans la profondeur et dans la durée, ce qui n'est jamais confortable. On l'a vu avec toutes les guerres expéditionnaires de ces dernières années, ont pratiquement tout échoué. Et oui, parce qu'on peut en citer des tas. Je veux dire, ce qui s'est passé en Irak, ça n'a quand même pas été une flamboyante réussite. Je parle pas d'un camp ou de l'autre. L'Afghanistan est vraiment aussi la preuve totale que, et même en Ukraine aujourd'hui. Donc c'est vrai que plusieurs auditeurs disent on n'a pas parlé du nucléaire, mais les guerres classiques, elles sont pas faciles à remporter non plus. On a vraiment l'impression qu'on fait un peu une vieille guerre. Oui, enfin, c'est ça qui est passionnant quand on étudie la guerre, c'est qu'il y a des éléments qui changent. Oui. Les technologies, bien entendu, modifient le visage de la guerre, mais il y a aussi des éléments permanents. Mmh. Et si on lit les grands stratèges classiques, remontant à Clausewitz ou même à des classiques encore plus lointains, on se rend compte qu'en définitive, rien ne change vraiment. Et qu'il y a des éléments fondamentaux qui font que remporter une guerre, c'est quelque chose d'extrêmement aléatoire, difficile. Et donc, voilà, le calcul coût-bénéfice n'est pas du tout évident à gagner. On l'a bien vu ici dans le calcul fait par Vladimir Poutine par rapport à la guerre en Ukraine. Après, Michel Liégeant, on vous a perdu. Est-ce que vous êtes toujours avec nous? Ça m'inquiète tout d'un coup au beau milieu de cette phrase. J'espère que tout va bien chez vous, Michel. Donc on va, avec Roselyne, essayer de vous récupérer. Il y a... vous êtes où? Voilà. Nous sommes rassurés, Michel, parce que on se demandait où vous étiez. Donc on vous a perdu depuis 30 secondes, je veux dire. Essayez de retrouver ce que vous disiez il y a 30 secondes. Non, voilà, je dis simplement que on sait depuis très longtemps que mener une guerre est quelque chose de très aléatoire et que le succès n'est pas du tout forcément au rendez-vous, et ou si le succès est au rendez-vous, le prix peut être considérablement plus élevé que ce qu'on avait estimé au départ. C'est bien ce qui arrive à la Russie aujourd'hui, qui n'a pas gagné en 48 heures et qui paye un prix extrêmement fort pour chaque kilomètre carré gagné. David Barbet, ici présent, a-t-il raison de dire que dans ces conseils, c'est des choses on va dire, assez évidentes, assez attendues, quoi. Oui, forcément, faut faire un peu des provisions et quand un tir arrive, essayer de pas être devant le fusil. Ok, ça on l'a compris, mais est-ce que ça sert à quelque chose ou est-ce que c'est vraiment, ça fait peur inutilement à la population? Apparemment, du côté suédois, et j'avoue que je l'ignorais, c'est la 5e fois, je pense, qu'ils reçoivent ce genre de documents depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Alors, je pense que ça peut fonctionner si ça fait partie d'une culture. Vous avez des pays qui ont toujours mis en place une défense territoriale avec une participation active de la population. C'est le cas de la Suisse, c'est le cas de la Suède. Ouais. Et donc la population n'est pas surprise de recevoir cela parce que je pense que c'est complètement irresponsable de lancer une telle campagne en Belgique qui n'a absolument pas cette culture de la défense territoriale. Le service militaire a disparu depuis plusieurs décennies. Et donc, à part créer de l'agitation, de la panique, des cohues dans les grandes surfaces, on ne gagnerait strictement rien à une campagne comme celle-là. Il y a un auditeur qui nous dit, c'est vrai qu'en cas de guerre, par exemple, l'accès à l'argent est compliqué, donc il faut faire des réserves de cash, ce genre de choses, ça revient souvent. Des actions de grand but.
va bien, que tout est très beau, que tout marche, fonctionne merveilleusement bien. La preuve que non. Sabine, on nous dit CPA est une belle illustration du mauvais fonctionnement de notre société avec la distribution de notre argent, de nos impôts, et on fait ça les yeux fermés. Il y a beaucoup de choses à dire ce soir. Merci.